Mesdames et messieurs, nous accueillons son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Mali, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des partis politiques, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir répondu si massivement à notre invitation. Les nouvelles autorités, le président de la transition et le gouvernement ont indiqué dès les premiers jours les orientations qu'elles comptent donner au processus de transition. Vous vous souviendrez, après la nomination du Premier ministre le 7 juin, dès le 13 juin, à l'occasion du premier conseil de cabinet, le Premier ministre disait devant les membres du gouvernement réunis au complet, je cite, « Nos compatriotes meurtris par des souffrances de toute nature attendent beaucoup de nous. Les circonstances que nous vivons font que l'attente des populations est grande. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur nous. Nous ne devons pas les décevoir. De nombreux citoyens sont optimistes, pris pour la réussite de la transition, font des bénédictions pour nous. Certains de bonne foi sont sceptiques, d'autres franchement hostiles. C'est leur droit. Il nous appartient de dissiper leurs réserves, leurs interrogations, de conforter l'espoir et d'obtenir l'adhésion de la grande majorité des Maliens. Ce même jour, j'indiquais que la nouvelle étape de la transition sera axée sur les domaines prioritaires suivants: l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles, la réduction du train de vie de l'État, la moralisation de la vie publique, la fin de l'impunité et la satisfaction d'une part importante de la demande sociale. Ce jour, j'indiquais sur le deuxième chantier de la transition, le gouvernement, sur instruction du président de la transition, placera au cœur de la refondation les réformes politiques et institutionnelles. Mesdames et messieurs, je disais ce jour, toujours, que le gouvernement s'attachera à obtenir une trêve globale, politique, sociale, syndicale, afin de créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle. C'est ainsi que nous pourrions baliser le chemin pour faire réalité les réformes nécessaires à la refondation du Mali. Il s'agira essentiellement de créer les conditions d'une réforme consensuelle des textes permettant de garantir l'érection d'une administration professionnelle et moderne, de réadapter la politique de décentralisation pour une gouvernance plus efficiente, de réviser la charte des partis politiques et la loi électorale afin de mettre un terme aux conflits post-électoraux récurrents. Pour cela, il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections réclamé unanimement par la classe politique. Je voudrais dire à ce stade, pour rappel, que la demande de création d'un organe indépendant date de 2002, pour la première fois. Ensuite, dans la décennie 2002-2011, le dossier n'a pas suivi de grandes avancées. Mais à partir de 2010, une équipe avait été mise en place qu'on avait appelée ensemble l'équipe d'Aba Diawara, qui avait conclu à la nécessité de créer cet organe. Cette équipe avait même élaboré les textes
de mise en œuvre de l'organe, de toutes les lois qui doivent découler de cette procédure. Le cours de l'histoire en a décidé autrement. Mais en 2020, après les changements intervenus en 2020, dont nous savons que le point de départ était précisément la contestation des résultats des élections, à l'unanimité, la classe politique, toutes les forces vives de la nation ont exigé d'une seule voix la mise en place d'un organe indépendant. Cette volonté politique a pris un nouvel élan et c'est pourquoi le président de la transition, au premier Conseil des ministres, a indiqué clairement les 5 missions du gouvernement de transition. Premièrement, l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du pays, les réformes politiques, institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord issu du processus d'Alger, et en 5e point, l'organisation d'élections crédibles aux échéances prévues. La vérité, chers amis, c'est que pendant la première phase de la transition, l'opportunité n'a pas été donnée d'arbitrer et de trancher sur la question. Il y a eu des ateliers qui ont recommandé la mise en place de l'organe. Il y a eu des débats à l'issue desquels une partie de la classe politique a estimé que le temps ne suffisait pas. C'est ainsi que dès le début de la transition, la demande de la mise en place claire et précise d'un organe indépendant n'a pu avoir une suite, parce qu'une décision n'était pas prise. Et d'ailleurs, lorsque mon prédécesseur s'était présenté devant le CNT, il avait indiqué clairement, je crois encore de ce qu'on a vu dans la presse, que ce n'était pas sûr qu'on pouvait mettre l'organe sur place. Et surtout après les 2 discours auxquels je viens de vous faire référence, nous avons procédé de la manière suivante. J'ai demandé à des Maliens qui ont eu à organiser des élections pendant les 30 dernières années, est-ce qu'ils peuvent se mettre en groupe en tant que techniciens pour nous dire est-ce que c'est faisable dans les délais. Quelques jours de réflexion après, ils m'ont donné une réponse positive. Nous avons fait une séance de travail avec le ministre de l'Administration territoriale et son équipe. À l'issue de cette séance de travail, la conclusion générale, c'était qu'il faut qu'on ait un organe unique pour les élections. Je dois dire qu'il y a un atelier qui s'est tenu récemment, à l'issue duquel une bonne partie encore de la classe politique a reconnu la nécessité de l'organe, mais s'est posé la question, est-ce que si on va vers l'organe unique, on pourra tenir les échéances? C'est ça la question fondamentale qui était posée. La décision que le gouvernement voudrait partager avec vous, en espérant avoir l'adhésion massive de la classe politique, parce que c'était leur demande, c'est de nous donner la main et serrer les coudes pour franchir cette étape. Parce que nous sommes convaincus que notre pays étant en guerre, toutes les opérations, toutes les activités du gouvernement doivent aller au rythme d'un pays en guerre. Il ne peut pas aller au rythme d'un pays normal. Et c'est pourquoi, dès que nous nous sommes installés, nous avons fait le tour des forces vives de la nation, en leur expliquant que la transition repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire, qui se joue au quotidien, qui relève naturellement du chef suprême des armées, des chefs militaires et du gouvernement. Vous avez le pilier des réformes politiques et institutionnelles, qui relève essentiellement de l'activité gouvernementale au quotidien. Et enfin, le pilier social. Il fallait à tout prix, de façon obstinée, rechercher l'apaisement et la paix sociale. Parce que sans la sérénité sur le front social, il n'était pas possible d'envisager les autres réformes dans la sérénité. Et c'est pourquoi, pendant les premières semaines, je me suis attaché avec tous les membres du gouvernement à passer des heures et des jours à discuter avec les syndicats. Parce qu'il y avait plusieurs préavis de grève, dont la grève qui menaçait le plus, c'était celle de l'UNTM, parce qu'elle pouvait avoir des conséquences directes sur les opérations militaires sur le terrain. Et c'est pourquoi nous avons décidé de prendre à bras le corps les questions qui n'ont pas été résolues pendant 9 mois. Nous avons pu trouver un début de solution en 8 jours, en 10 jours.
les revendications syndicales ont été abordées d'une autre façon. J'ai pris ce que j'ai trouvé, le bon travail qui a été fait par l'ancienne équipe, qui était un travail méritoire, le prendre et poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la grève à partir du moment où pratiquement depuis février, il y avait des accords de principe. Nous avons pris, comme disent les mathématiciens, une équation à plusieurs inconnus. On a pris les inconnus les plus difficiles et qui ont des conséquences les plus graves sur la paix sociale. Et nous les avons attaqués de front. Pendant quelques jours, nous avons fait des négociations très dures avec les syndicats. À la fin, le dépôt de préavis de grève n'a pas eu lieu et nous espérons que pour une longue période, il n'y aura pas de grève de l'UNTM. Nous avons essayé de baliser sur le front social et les ministres sont à pied d'œuvre nuit et jour dans les discussions. Le ministre de l'économie et des finances a été instruit pour prendre en charge l'ensemble des revendications des syndicats, toutes les demandes, y compris les compressés depuis 1990, dont certains meurent encore dans la bourse du travail. Même pour eux, des dispositions seront prises pour qu'une certaine partie de leurs indemnités puisse être payée, ne serait-ce qu'avant l'affaire de Tabaski. Ils sont en discussion avec le ministre des Finances. Et donc ce que nous avons conclu, c'est de faire en sorte que les montants astronomiques que nous avons trouvés, parce que lorsque l'ensemble des textes de loi qui ont été adoptés, les décrets, pour satisfaire les différentes corporations, parce que c'est toujours le couteau sous la gorge que le gouvernement tranchait, les questions, on a endossé les primes. Le ministre des Finances nous a dit que ça ferait 1400 milliards si on devait donner satisfaction à tous les syndicats aujourd'hui. Ça fait la moitié du budget d'État, uniquement en primes et indemnités, ce qui n'est pas supportable naturellement. Et donc nous avons décidé de continuer les discussions avec les syndicats, de voir objectivement qu'est-ce qui peut être fait. Étant entendu qu'aujourd'hui, le Mali est le pays qui a creusé de loin le plafond, le pourcentage des recettes intérieures qui doivent affecter à la masse salariale. On a dépassé pratiquement tous les pays de la sous-région. Et donc le ministre des Finances a été instruit de regarder tout ce qui est possible pour faire en sorte que des affectations minimales soient-elles puissent être faites aux syndicats qui font des revendications justes. Parce que tous ces syndicats, quand vous discutez avec eux, leurs revendications sont justes et légitimes. Et elles ont été accordées par un gouvernement en place. Et donc il n'est pas question ni de les mépriser, ni de les mettre en retard, mais discuter avec eux pour dire la vérité et dire ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Et je crois que ce discours de la vérité, c'est le seul qui paye. Aucun syndicat ne dira qu'il a fait poser un préavis de grève, qu'il n'a pas été écouté, qu'on a pris les négociations en retard. C'est ce que nous voulons tout pour éviter. Parce qu'en dernier ressort, je suis convaincu qu'à force d'explication, de pédagogie, de conviction, on pourra apaiser le front social de manière à aller vers ce qu'on appelait la conférence sociale. Le ministre des Finances et ses équipes sont au travail aujourd'hui pour que dans quelques semaines, nous puissions sortir toutes les possibilités limites de l'État pour ce qui peut être fait pour chaque syndicat, sans qu'il n'ait même besoin d'aller en grève. Voilà là où nous sommes avec le front social. Maintenant, le sujet sur lequel on est réunis aujourd'hui, c'est les réformes politiques et institutionnelles. Mais surtout, la mise en place de l'organe unique indépendant. Nous avons analysé la situation. Ça fait 30 ans que les élections sont contestées. Mais ce n'est pas la contestation qui est grave, parce que ça peut arriver, toutes les élections, on a vu même aux États-Unis, les élections ont été contestées. Mais les conséquences des contestations, c'est plusieurs années de crise politique, de confiance avec des morts, des emprisonnements, et souvent les ruptures de l'ordre institutionnel. Notre ancien président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, pour lequel nous prions tous, dans sa dernière interview a dit qu'aussi longtemps que les élections vont être organisées comme par le passé, il y aura toujours des problèmes. Je crois que lui ne l'a pas dit par calcul, il l'a dit parce qu'il savait de quoi il parlait. Ça, c'est un aspect.
Le deuxième aspect, c'est que dans un État, vous savez qu'il y a des réformes qui sont toujours difficiles. Les secteurs qui incarnent la permanence de l'État, c'est l'administration, c'est la défense, c'est la justice, c'est les finances. Quand vous voulez y faire des réformes, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un ordre établi. Quand il faut le changer, c'est difficile. Il faut faire de la pédagogie pour que les administrateurs n'aient pas l'impression qu'on les soupçonne, qu'on veut les retirer des pouvoirs. Surtout que c'est un des corps qui a payé le plus lourd tribut à l'instabilité et la crise politique et institutionnelle. J'ai l'habitude de rappeler que le premier mort, le 28 juin 1990, 28 juin 1990, au lancement de la rébellion, c'est un administrateur civil qui a été égorgé. Son épouse enceinte égorgée. La première victime de la crise politico-institutionnelle qui dure depuis des années. Plus ceux qui sont enlevés, qui sont dans les mains des terroristes. Lorsqu'ils ont le sentiment que pour d'autres corps, on libère, on paye les moyens pour libérer, ils peuvent avoir le sentiment que eux, leur vie ne compte pas. Plus beaucoup d'autres considérations. Donc c'est un corps qu'il faut tout faire pour ne pas frustrer. Mais expliquer, faire de la pédagogie. Il y a aussi la malheureuse expérience de 1997 qui nous hante tous, où toute la classe politique s'est battue comme maintenant pour avoir une commission électorale nationale indépendante. Tout le monde s'était battu exactement comme aujourd'hui. À la fin, toutes les élections ont été annulées. Ça a été pratiquement une catastrophe, plus la crise politique qui en a suivi. Parce qu'en ce temps, on avait dépouillé l'administration de tout. On l'a sorti totalement du processus. Or, l'État ne peut pas fonctionner sans l'administration. Il faut qu'on s'entende très bien. L'organe unique chargé des élections va faire son travail de bout en bout. L'administration aura forcément à jouer un rôle dans le processus d'organisation des élections. C'est à nous maintenant, la classe politique, le gouvernement, vous, les administrateurs, les autres forces vives, de déterminer la parcelle d'autorité que chacun doit exercer, avec comme objectif qu'à la fin des élections, à défaut de n'avoir aucune contestation, au moins que les contestations n'aillent pas plus loin que les contestations habituelles. Sinon, nous sortons de cette transition avec l'exemple que notre regretté Soumaïla Cissé avait donné en 2013, où il a téléphoné au gagnant pour le féliciter. C'est ce que nous souhaitons. Mais on ne peut pas faire comme si 2020 n'a pas eu lieu. Et 2020, nous savons que c'est les résultats des élections qui ont été la cause, en tout cas qui ont mis le feu aux poudres. Il est vrai, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase était déjà plein. Et donc, nous devons tirer les leçons. La réussite de la transition dépend d'un certain nombre d'éléments. L'amélioration de la sécurité. Refonder, faire les principales réformes qui sont nécessaires pour redonner confiance aux Maliens, pour rétablir la confiance entre les Maliens et leur État. Et enfin, mais surtout, faire des élections crédibles. Il y a une partie de la classe politique qui, à juste titre, se pose des questions. Est-ce que cette démarche ne va pas conduire à sortir du délai prescrit? D'entrée de jeu, je vous donne une réponse avant d'ouvrir les débats. On a vu ici, je viens de vous parler de la situation du syndicat. Pendant 9 mois, on n'a fait que des grèves. En moins de 2 semaines, on a circonscrit ne serait-ce que temporairement les grèves. J'avais dit à la délégation de la CEDEAO, je ne sais pas les circonstances qui ont fait qu'il a fallu 6 mois pour que le gouvernement se présente devant le CNT. J'ai pris l'engagement qu'on le fera en 6 semaines. Et en fin juillet, ma déclaration de politique générale, c'est la déposer devant le CNT. Ça veut dire que lorsqu'on est déterminé,
Et on sait la situation dans laquelle notre pays est. On va en marche forcée. Toutes les grandes réalisations des nations se sont faites en marche forcée. Quand on va s'imposer ce rythme, je suis convaincu que nous ferons le nécessaire dans le délai qui est imparti. Aujourd'hui, nous essayons d'expliquer tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi j'avais dit aux experts de se tenir prêts. J'avais dit aux différents ministres de se tenir prêts. Peut-être cet exercice, on ne le fera pas aujourd'hui. Parce qu'avec les partis politiques, il faut qu'il y ait la confiance totale. Il faut qu'on discute. Ce qu'on dit que c'est possible, il faut qu'on démontre que c'est possible. Quand on dit que ce n'est pas possible, il faut qu'on démontre que ce n'est pas possible. Pour que, si on n'a pas l'unanimité, parce que c'est difficile de toute façon en politique d'avoir, dans un système multipartisan, on n'aura jamais l'unanimité, qu'on ait un large consensus. Et lorsqu'il n'y a ni l'unanimité ni le consensus, que le gouvernement, qui a mission aujourd'hui de conduire les destinées de la nation, puisse avoir les éléments d'arbitrage nécessaires pour prendre une décision. C'est la non-décision qui est catastrophique. Il faut toujours prendre une décision. Si elle doit être corrigée, on la corrige. C'est l'hésitation qui est notre adversaire premier aujourd'hui. Et nous avons décidé de n'hésiter sur aucun des dossiers. Ce que j'ai instruit au ministre de la refondation, au ministre de l'administration territoriale et au ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles près du Premier ministre, c'est de concerter régulièrement et être en concertation permanente avec la classe politique, de travailler d'arrache-pied pour exposer ce que nous avons convenu. Parce qu'on a des éléments au niveau du ministère de la refondation qui démontrent que nous pouvons, si nous voulons. C'est une question de volonté. Le changement qui a eu lieu le 18 août 2020 n'est pas venu par hasard. Il ne faut pas donner l'impression que des militaires se sont levés comme ça, ils ont renversé le régime. Il y avait une crise politique profonde. Donc la classe politique doit s'interroger comment faire pour ne pas créer les conditions de ces ruptures violentes-là. Il se relève de notre responsabilité d'abord et de ceux qui, par la voie des urnes et par la volonté de Dieu, arrivent à la tête de l'État au lendemain des élections. Toutes ces questions-là doivent être réfléchies. Pourquoi toutes ces ruptures violentes-là? Pourquoi ces ruptures constitutionnelles chaque fois, alors que notre pays est cité en exemple? Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que tous les partis doivent participer à ce débat sans aucun complexe, à égalité de chances, pour que le résultat puisse être celui qui va dans le sens de l'intérêt des Maliens. Ce que je veux dire, Mme Diallo l'a dit, et c'est d'ailleurs un ancien chef d'État d'un grand pays qui l'a dit, quand on veut, on peut. Ce qui a manqué jusqu'ici dans les réformes, c'est toujours la volonté politique, la détermination et, comme Konimba Sidibé l'a dit, l'audace. L'organe unique de gestion a été réclamé de tout le temps. On dit toujours après. Quand le dialogue l'a adopté, le dialogue inclusif, on a dit après 2000, à la fin du mandat. C'est parce que le président partait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Le dialogue est fini. Aucune résolution du dialogue. Même pas la mise en place du comité de suivi qui pouvait se décider dans les 10 minutes qui suivent. Ça veut dire que le dialogue a été fait. Ceux qui ont participé au dialogue, c'est des Maliens, ils ont dit beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas participé avaient leurs raisons, je crois qu'on l'a suffisamment expliqué. C'est précisément parce que le refus du caractère obligatoire et exécutoire des résolutions du dialogue qui a fait que Pessoumé la Cissé s'est retiré. Parce qu'en fait, c'était lui l'initiateur du fait qu'il fallait aller au dialogue national inclusif. C'est la différence maintenant. Ce que nous voulons rendre exécutoire, tout ce qui va se décider pendant la transition. J'avais dit dans les différents entretiens que les résolutions des assises nationales de la refondation seront obligatoires, exécutoires par la transition. Des lois seront votées pour que ceux qui prendront le pouvoir après les exécutent. Et j'insiste sur quelque chose, il ne faut jamais commettre l'erreur de faire croire
qu'on fait faire fonctionner l'État et le processus électoral sans l'administration. Certains l'ont dit, c'était l'une des erreurs, je ne dis pas la seule, l'une des erreurs de 1997. Vous savez, l'administration, c'est normal qu'elle continue à fonctionner. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle pédale en permanence parce que si elle s'arrête, c'est l'État qui s'arrête. Donc, qu'un séminaire soit organisé, moi, je ne vois pas de mal en ça. La seule chose qui est discutable, c'est se servir des résultats du séminaire comme étant l'alpha et l'oméga du processus. C'est tout ce qui est discutable. Le fait que le ministre organise un séminaire, c'est son travail. Il doit être en avance. Il doit être toujours prêt. Parce que si demain on dit qu'il n'a pas fait, c'est en ce moment qu'on a dit qu'il n'a pas fait son travail. Mais que les résultats du séminaire soient contestés. Certains ont dit qu'ils n'ont pas été invités. D'autres disent que les résultats ont été contestés. Diarra a dit que le séminaire était bien. En même temps, il dit qu'il n'a jamais vu une réunion d'un premier ministre qui n'a pas la même solennité. Précisément, moi, je ne suis pas dans la solennité. Je suis dans le travail pratique, directement avec les gens, qu'ils s'expliquent. Vous savez, les solennités aseptisées, là, ce n'est pas ce dont les Maliens ont besoin. C'est pour ça que je suis monté au front. Dès que je suis venu aux affaires, je ne fais qu'aller vers les gens. Certains pensent même qu'on ne travaille pas. Il y en a même qui a dit que c'est les Sambe Folie, que c'est dans ça que je suis. Il ne sait pas que tous les matins, de 6h à 10h, moi je suis en travail avec mes conseillers. À partir de 6h, je suis dans les qu'il appelle les Sambe Folie. Et c'est les Sambe Folie là qui nous a évité la grève. C'est le Sambe Folie là qui fait que je suis avec vous. Depuis 4h30, je suis sur pied. Donc, chacun a son style. Il faut respecter le style des gens. Donc, il ne faut pas que l'initiative du ministre de l'Administration, qui est dans son rôle, qui ne veut pas rester assis, qui veut faire avancer la machine, qu'il avance, qu'on lui dise, attention, le travail que tu fais, il faut l'arrêter. Ça vaut mieux que de dire qu'il n'a pas travaillé. Donc, il ne faut pas que la classe politique vienne polémiquer autour d'une initiative du ministre de l'Administration. J'ai même vu dans la presse qu'on dit que le ministre de l'Administration est en train de contredire le Premier ministre. Ça ne peut pas exister dans un gouvernement, mais il est dans son rôle, il fait son travail. C'est les autres qui ont interprété le sens de son travail, en faisant croire qu'il y a une fissure dans le gouvernement. Il ne saurait y avoir de fissure dans le gouvernement. Dès les premiers jours, j'ai affirmé clairement qu'il y aura l'organe unique. Le premier conseil des ministres, je viens de vous dire ce que le président a dit. Il n'y a pas de débat donc. La question, c'est que nous ne devons pas donner l'impression d'imposer quelque chose aux Maliens. Nous devons faire de la pédagogie, les faire accepter. Je l'ai dit dès le départ. Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il ne faut pas que les camarades oublient que c'est le fruit d'une lutte politique qui a mené ce changement. Quelqu'un l'a dit, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui souhaiteraient que d'autres soient en prison. Les nouvelles autorités ont dit niet. Il faut qu'on rompe avec ce système. Il faut qu'on soit ensemble pour déterminer l'avenir. Et je suis convaincu que dans un pays, il faut avoir un certain respect pour ceux qui ont été aux hautes fonctions. Maintenant, les fautes qu'ils ont commises là, mais chacun va répondre devant la justice. C'est ça la différence. Et donc, il ne faudrait pas que les gens, certains pensent qu'on doit continuer comme par le passé, le statu quo. Ce n'est pas possible. Sinon, le changement n'aura servi à rien. Les gens n'auraient été morts pour rien. Or, je sais que ce changement, au moment où ça intervenait, l'écrasante majorité des Maliens étaient d'accord. Mais il ne faut pas qu'on oublie quand même que le changement est intervenu, le changement de pouvoir est intervenu parce que le peuple voulait une certaine direction. Et donc, si on commence à traiter la maladie, la première chose, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Quelle solution il faut? On va faire des élections comme les camarades veulent. Après, quelqu'un l'a dit, quand c'est une crise post-électorale, on va se retrouver avec 8 mois, des gaz lacrymogènes nous battre encore dans les rues jusqu'à ce que la communauté internationale vienne nous départager. C'est de cela que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous travaillons à convaincre, à expliquer, et les ministres vont continuer. Mais on ne changera pas de ligne, parce que si on changera de ligne, on aura trahi la volonté du peuple malien. On aura trahi la volonté de ceux qui ont manifesté. On aura trahi la volonté de ceux qui sont morts. Et de tout ce monde-là qui est en train de nous regarder, tous les Maliens veulent le changement. La seule question, on le fait comment? C'est là qu'il y a des différences. Je dois dire que les partis politiques, on ne peut pas faire des réformes sans les partis.
Et c'est pourquoi c'est avec eux qu'il y aura le plus longtemps possible de débat. Et toute forme de débat, des débats grand public comme ça, comme ce qu'Alassane Abba a demandé, c'est une forme aussi, effectivement en politique, souvent, il faut parler avec les gens avant de venir en salle. Pas chercher à les manipuler, mais prendre du temps pour discuter avec eux. C'est ce qu'on a fait avec les syndicats. Donc ce que je voulais vous dire, il n'y a aucune malice. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire en sorte qu'à la fin de la transition, on puisse poser les bases de la refondation. Nous ne pourrons pas tout faire. Ce qui pourra être fait sera fait, mais les balises vont être posées et des contraintes pour le nouveau gouvernement vont le faire. Parce que si un parti arrive au pouvoir, il va bloquer toutes les réformes. Nous n'allons pas baisser la garde. Les Maliens veulent le changement. On se battra pour le changement. Et moi, je suis convaincu que l'écrasante majorité des Maliens adhèrent au processus de changement. Il faut que les forces du changement prennent une direction résolue, déterminée. En ce moment, les hésitations vont s'arrêter. Ce que je voudrais vous dire, donner comme assurance, nous savons qu'on ne peut pas avoir l'unanimité. Nous cherchons le consensus le plus large possible. Et lorsqu'on n'obtiendra pas le consensus sur certaines questions, le gouvernement va se décider. Il prendra ses responsabilités parce qu'il faut toujours décider. Prendre une décision, même si elle est mauvaise, vous la corrigez, ça vaut mieux que l'hésitation. L'hésitation, c'est le premier ennemi d'un gouvernement. Les syndicats, on a réglé leurs problèmes l'autre jour. Moi, je n'ai rien inventé. C'est l'ancien gouvernement qui a négocié en réalité toutes les conditions. Mais dans leur application, l'hésitation, les gens sont en train d'hésiter. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Si on fait ça, les gens vont sortir. C'est cette hésitation qu'il fallait casser. Il fallait résoudre le problème le plus difficile et puis chercher les autres. Sinon, on n'a pas inventé la roue. Et puis aller discuter avec les gens, les respecter, aller chez eux. Je suis convaincu qu'avec cette façon de faire, nous allons petit à petit surmonter les résistances, rassurer les uns et les autres, parce que c'est très important. Nous ne devons laisser personne au bord de la route, aucune personne frustrée ou qui ait de la rancœur ou de l'amertume contre la façon dont la transition gère les affaires. Et c'est pour cela que je souhaite que dans les débats qui vont continuer à l'avenir avec les ministres, il faut le faire dans le plus grand respect. Dans le plus grand respect, dans le respect des aînés. Ne pas leur manquer de respect. Je souhaite que cette rencontre, qui finit, me semble-t-il, sous une bonne note, ne soit pas présentée comme au début des débats, où il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'incompréhension. Parce qu'à l'avenir, je suis convaincu que les débats vont être de plus en plus passionnés. Parce que ça va être prouvé que dans tous les cas, il vaut mieux mettre cet organe. Ça nous mettra à l'abri de beaucoup de surprises. Et c'est ce gouvernement qui peut le faire. Parce que comme on dit, il n'a rien à perdre là. C'est qu'il a tout à gagner parce que si la transition se passe bien, c'est bon pour notre pays. Et je pense que c'est bon pour ceux qui en ont la responsabilité. Merci.